Bonjour nos amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches nous sommes ensemble et aujourd'hui nous allons parler de CAC 40, de PEA, quelles sont les actions françaises que j'achète actuellement. Je vais vous présenter également mon portefeuille PEA modèle qui est disponible sur le site minercash.fr et nous allons faire un tour très rapide et très efficace, un tour express de l'indice français CAC 40. Et mes amis, si vous aimez ce format, n'oubliez pas s'il vous plaît un like. Vous savez que pour les algorithmes YouTube, c'est super important pour soutenir la chaîne Miner Cash. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de contenu intéressant qui sort sur la chaîne Miner Cash. Et je vous rappelle que Miner Cash, ce n'est pas que la chaîne YouTube, c'est également Telegram où je publie tous les jours des informations. C'est une véritable source d'informations financières. Évidemment, tous les détails sur tous les services et les produits Miner Cash, vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo. Pour ceux qui sont abonnés à Miner Cash Premium, je vous rappelle que tout à l'heure, nous allons avoir notre traditionnelle vidéo patrimoniale où nous allons parler de mon portefeuille bourse et je vais vous dire ce que je vais acheter dans mon portefeuille réel. Allez, c'est parti, on commence. On s'approche de la fin de l'année 2023 et qui dit la fin de l'année dit rallye de Noël ou Christmas Rally. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Si cette vidéo obtient 500 likes, je vais passer publiquement en trade sur rallye de Noël. Je vais me parier sur un des indices, ça va être en secret, peut-être que ça sera CAC 40, peut-être que ce sera S&P 500, et on va voir si je vais pouvoir gagner de l'argent dessus, et ça sera 100% public. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous mettre à jour par rapport à ce trade, et évidemment sur Telegram si vous êtes abonné, et si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de le faire. Pourquoi je pense que le rallye de Noël aura lieu? On le saura tout de suite quand on va commencer à regarder l'analyse technique. Je continue le suivi de l'indice CAC 40, tout comme les dernières semaines. Nous allons faire l'état des lieux. Pourquoi je pense que le rallye de Noël est tout à fait possible. La semaine dernière, je vous ai parlé de niveau 7100 points. Et bien, cette semaine, ce niveau a été cassé. Donc 7100 points, ça y est, on est au-dessus. Et la prochaine résistance, c'est 7002. Je la considérais dans ma dernière vidéo comme une résistance très forte, mais vu la tendance quand même commence à report fort, on voit qu'il y a quand même de l'appétit à l'achat, malgré des problèmes évidents dans le monde entier. Il y a quand même des acheteurs sur les indices, malgré que les taux sans risque sont très élevés. Nous voyons que peut-être c'est l'argent spéculatif, mais peu importe. Dans tous les cas, c'est que l'argent spéculatif qui peut faire bouger les indices avant de la fin d'année. On a toutes les chances d'aller assez rapidement vers le niveau 7002. Quand on arrive à un niveau 7002, ça nous prendra peut-être une semaine ou deux. Évidemment, ce sont des projections. Je vous rappelle que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, je vous dis juste mes hypothèses et mes positions sur le marché. Les volumes vont commencer à diminuer. N'oubliez pas que la deuxième partie du mois de décembre, c'est vraiment la période complètement morte du point de vue de volume. On sait qu'il y a des automates, mais quand même, la chute des volumes va se ressentir. Et donc, du coup, les niveaux peuvent ne pas tenir assez facilement. Les niveaux à la baisse comme à la hausse. Et donc, si on arrive à ce stade-là, à 7002, voire plus, on peut facilement s'installer sur ces niveaux-là. Ça ne va pas être nécessairement représentatif, mais si notre but de notre jeu, si on a assez de likes pour cette vidéo, ça sera de gagner de l'argent d'ici 31 décembre, alors ça nous convient. On s'en fiche si c'est l'argent spéculatif ou si c'est l'argent smart money, comme on dit. Donc voilà, je pense que c'est pour cette raison-là déjà, nous pouvons espérer d'observer le rallye de Noël. Si on arrive à s'installer au-dessus 7100 points sur l'indice CAC 40, c'est un bon signal pour l'avenir à court terme. Je ne vais pas perdre votre temps, on va tout de suite passer sur le portefeuille PEA Miner Cash et sur les actions de CAC 40, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Juste pour vous expliquer comment fonctionne déjà le projet Miner Cash, je pense que beaucoup d'entre vous le savent parfaitement, je vous rappelle quand même qu'il y a des portefeuilles ouverts, les portefeuilles modèles sur minercash.fr, notamment celui que je veux vous montrer très rapidement. Mais aussi, il y a un portefeuille réel que je présente uniquement dans le cadre des abonnements Miner Cash Patrimoine. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le portefeuille PEA qui est adapté pour les personnes qui ont que le PEA. C'est pas ce que je recommande. Vous savez que je recommande d'avoir CTO et PEA ensemble.
Mais pour ceux qui veulent quand même investir que dans le cadre de PEA, je pense que ça va être le plus intéressant. Comme d'habitude, j'ai trié mes lignes par le poids, en fait la ligne la plus grosse jusqu'à la ligne la plus petite. L'acquisition la plus récente, c'était l'action Alten, c'est la SS2I française que j'ai analysée dans le club Miner Cash Patrimoine. Pour l'instant, ça se passe pas très bien, au moins 11%. C'était acheté pendant la chute de marché, pendant la chute du CAC 40, donc j'ai un bon espoir que ça rebondisse prochainement. Alten, pour ceux qui font partie de mon groupe Telegram, et si c'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire. Ils ont très bien publié, bon très bien, ils ont publié mieux que prévu, l'action a rebondi, il a touché exactement le seuil que j'ai vu à 114, 115 euros, c'était le support, moi j'ai acheté plus haut, malheureusement ou heureusement, j'ai acheté à un autre support qui je pensais il allait tenir, mais finalement l'action ne l'a pas tenu, ce n'est pas un problème. Par contre, je n'ai pas renforcé et je réfléchis sérieusement maintenant de renforcer cette belle valeur. Pourquoi j'ai attiré à l'attention de mes abonnés par rapport envers cette action des SS2I françaises? Parce qu'elle a des fondamentaux qui sont quasiment parfaits pour un investisseur. Je vous les présente très rapidement. Donc, au niveau de Guru Focus, nous avons 97 sur 100. Vous pouvez voir qu'il y a de la croissance. La valorisation n'est pas chère du tout. Forward PE à 13, bon, presque 14. EV et EBITDA, que je regarde surtout pour estimer la valorisation, on est largement en dessous de 10. Déjà 10, moi je trouve que c'est les valeurs à la casse. L'entreprise, elle est peu endettée, c'est très important pendant la période quand les taux montent. Pratiquement tous les scorings montrent que c'est vraiment une valeur de très belle qualité. Donc aujourd'hui, je ne peux pas, encore une fois, désolé pour passer beaucoup de temps sur chacune des valeurs, sinon ça sera interminable. Voilà, ensuite, les autres valeurs que j'ai dans mon portefeuille, c'est, bon, je vais enlever les valeurs que j'ai vendues déjà depuis un moment. C'est Piscine des Joyaux, c'est pas la plus grosse, c'est sûr, donc du coup elle a perdu mon weighting, pardon, voilà. Total Energy, donc ça c'est la valeur que j'ai pratiquement systématiquement dans mon portefeuille, donc elle est à 35,9%, je l'ai acheté en DCA en plusieurs niveaux, donc bref, voilà, c'est compliqué. Soitec, c'est une valeur des semi-conducteurs, elle est à 19%, relativement récente. Air Liquide aussi, la valeur de fonds de portefeuille que j'ai à 34,8% de profit. Danone, elle est bien elle est repartie, on a un 9%, pendant très longtemps elle est restée sans rien faire dans mon portefeuille. Alten, vu que la présentation tout à l'heure elle n'était pas tout à fait juste, il est montré en première ligne, non c'est pas ma plus grosse exposition, ça reste Total Energy, donc Alten elle arrive seulement sur la 5e place, donc là on est à 11%, au moins 11%, c'est là, à partir de 5e place, dans les pondérations de mon portefeuille, je commence à avoir des pertes. Après Schneider Electric, 16,7, j'ai fait presque une erreur, j'ai dû quand même la monter beaucoup plus haut dans la pondération, c'est une valeur de grande qualité, valeur qui a des mois, en plus il a fait une superbe publication. Je suis en retard avec Guru Focus parce que j'enregistre cette vidéo, c'était le jeudi soir, et du coup j'ai pas encore pris en compte la hausse très forte de jeudi après la publication, donc aujourd'hui c'est dans les 20% à peu près les gants, voire plus. Sanofi, il a fait une très belle performance, mais il a rechuté à partir de niveaux 100 euros. J'ai un peu frimé ici sur la chaîne quand je l'ai acheté, et au bout de 15 jours, on avait eu déjà les performances à 2 chiffres sur une valeur de CAC 40, en plus une des plus grosses valorisations. Je vais m'arrêter un petit peu plus parce que ce sont des valeurs de CAC 40 et on va voir à quoi ressemblent les fondamentaux de Sanofi. Pourquoi je n'aime pas Sanofi? Parce que quand j'investissais dans le secteur de la pharma, je l'ai trouvé la moins rentable parmi ses peers, en fait parmi les actions qui sont comparables à Sanofi. Et en plus, la dernière publication, elle était assez décevante, surtout le fait que Sanofi veut abandonner tout ce qui est médicaments grand public, c'est très mal vu par les investisseurs. Sanofi, il est connu quand même pour ses Doliprane, machin. C'est quand même un petit peu une image de l'entreprise, je trouve pas spécialement chaud pour investir dans cette valeur, et du coup il a perdu énormément dans sa valo. Donc on peut voir que la croissance, bon, elle est normale, mais elle est quand même pas folle. On voit que maintenant on retombe sur des multiples presque value. On peut parler de value quand on s'approche à forward PE à 10. EV EBITDA elle est à 8,5, c'est vraiment une valeur qui n'est pas très chère. Et la dette elle est très faible. De point de vue de valorisation elle est très intéressante, mais de point de vue de perspective, le marché ne n'y voit pas énormément d'intérêt. Donc Sanofi, on va tout de suite regarder l'analyse technique, on va comme d'habitude se focuser sur
l'analyse fondamentale, l'analyse technique, cette fois, encore une fois, très brièvement. L'action, elle perdait jusqu'à 17% lors de cette séance infernale pour la pharma française. Ensuite, elle a rebondi, ce qui est plutôt correct vu les fondamentaux solides quand même. Mais ça reste quand même limité parce que je ne vois pas pourquoi le flux d'argent devrait revenir sur cette valeur et pourquoi on devrait repartir à une baisse, à une hausse saine en fait. Donc si on regarde depuis longtemps que je surveille quand même cette valeur, on peut voir que à long terme, elle reste toujours dans un range. Et ce range, il est très facile à identifier. Vous pouvez voir que sur des années et des années, on est entre 68 euros, ou on va arrondir à 70 euros, jusqu'à 100 euros, avec certains dépassements de temps en temps. Et cette valeur, elle est parfaite pour le trading. Aujourd'hui, on est juste au milieu de ce canal, long terme. Et c'est pour ça que je n'ai pas spécialement d'avis sur cette valeur-là. Ok, elle est dans le portefeuille, je vais la garder notamment pour la diversification, parce que les pharma de cette ampleur, de cette qualité, on n'en a pas beaucoup en France qui sont disponibles pour le PEA. Et donc je pense que pour avoir un portefeuille PEA équilibré, c'est pas une mauvaise idée d'avoir du Sanofi dans son portefeuille. Ensuite, Schneider Electric, ici nous avons la valorisation, l'estimation de Gros Focus 86 sur 100 points. Nous avons de la croissance, c'est une valeur par contre qui est positionnée sur pas mal de secteurs à la mode, notamment des énergies renouvelables qui ne sont pas du tout à la mode maintenant parce que ça chute, mais aussi tout ce qui est voiture électrique, tout ce qui est transformation énergétique, etc. etc. C'est une valeur qui a du moite dans ce secteur, c'est pas un moite très fort, c'est un secteur quand même assez oligopolistique, les barrières d'entrée sont élevées, mais par contre ils sont franchissables. Et nous voyons quand même les valorisations qui sont bien supérieures. Donc on a déjà à 17,6 sur Forward PE. On a également EV/EBITDA qui sont bien au-dessus de 10. Ce n'est pas cher, hein, ce n'est pas cher pour une valeur de croissance, c'est clairement une valeur de croissance. Par contre, vous avez les rentabilités avec la dette qui sont à 9%. De nos jours, franchement, c'est pas si fou que ça, parce que nous avons déjà toujours en tête cette alternative de placement sans risque qu'on peut déjà facilement faire à 5%. Il y a certaines banques qui proposent des placements à 6%. Quand on pense à ça, que quand je vois le ROI qui le retourne sur l'investissement de seulement 9,2 pour une entreprise, quand on est en risque en capital, quand il y a des fluctuations du marché, ça me quand même rend un petit peu mal à l'aise de point de vue pondération entre la prise de risque et les rentabilités potentielles. Donc la dette, elle est quand même aussi présente, aussi 63% des fonds propres. C'est pas beaucoup, c'est sûr. Et en plus, quand on regarde le coverage, ils ont du EBITDA qui est supérieur, le résultat est 16 fois et demi supérieur au paiement des intérêts, donc je pense qu'il n'y a aucun risque pour la valeur Schneider Electric. Ensuite, à Sanofi, nous avons vu. Amadeus, ça c'est un système de réservation, mais il est à l'équilibre, ça fait longtemps que j'ai cette valeur. Maintenant, Bouygues Télécom, je vais m'arrêter encore une fois sur les valeurs de CAC 40 parce que c'est quand même le sujet de cette vidéo, donc on va quand même s'arrêter pas mal. 82% sur 100 quand même pour cette valeur qui est connue pour être une valeur value. On va voir aussi comment les valeurs value se comportent actuellement dans le nouveau contexte qui a radicalement changé avec la hausse des taux. Pourquoi c'est important? Parce que quand on parlait de value, souvent on sous-entendait les dividendes. Aujourd'hui, les valeurs qui avaient comme objectif et qui avait comme avantage principal le versement des dividendes généreux et les dividendes pérennes, ils ont du mal aujourd'hui. Parce que l'entreprise qui verse un dividende de 3 à 4%, un dividende qui est bien couvert par le cash flow, par le résultat, etc., etc., on les trouve aujourd'hui. Avant, c'était rare. Il y a encore 2 ans, c'était vraiment une opportunité. Aujourd'hui, personne ne les vaudra. Parce que qui va investir maintenant pour avoir un dividende 4% qui nous faisait rêver, encore une fois, il y a 2 ans, quand les placements sans risque aujourd'hui sont à 5 voire plus. Donc c'est presque une petite crise pour le segment des dividendes parce que c'est ces valeurs-là, surtout ces valeurs-là, qui ne vont pas pouvoir tenir la concurrence des placements bancaires. En plus, ici, nous avons de la dette, donc, et du coup, cette dette-là, ils devront payer les intérêts qui peuvent être supérieurs. Après, évidemment, la structure d'endettement reste inconnue. Il faut aller vraiment creuser l'entreprise en détail pour comprendre si c'était à taux fixe, s'ils ont couvert leur dette par le hedging ou pas. Donc ça, c'est l'information que je n'ai pas dans l'immédiat. Interest coverage, vous voyez, il est nettement inférieur à ce que nous avons vu pour Schneider.
Donc pour moi, cette valeur, fondamentalement, encore une fois, elle est quand même beaucoup plus fragile. Nous voyons la valorisation qui est proche à Sanofi. Je préfère personnellement Sanofi dans ce contexte. Et EV et EBITDA qui sont un peu à la ramasse si on prend les EBITDA actuels, mais si on regarde ceux qui s'attendent les analystes, on dépasse déjà les 10, on est à 12, c'est pas cher du tout, franchement, EBITDA et EBITDA à 12, c'est pas cher. Mais pour une valeur value, c'est pas si value que ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais comme ça, je ne vois pas Bouygues comme une valeur de folie actuellement. Si on regarde le graphique à moyen terme, on voit qu'on attend une certaine résistance quand même. Donc c'est une valeur qui a bien rebondi de ses plus bas récents. C'est une valeur qui est dans un canal ascendant, donc ça veut dire que la tendance elle est quand même bonne, mais par contre le momentum pour l'entrée pour moi n'est pas optimal. Donc on devrait quand même reculer sur les 31-32 et dans ce cas-là on pourra en reparler pour jouer cette valeur de CAC 40 qui encore une fois, pour moi, aura un tout petit peu du mal de s'en sortir parce qu'aujourd'hui, les recherches des dividendes, ce n'est pas ce qui est le plus à la mode. À long terme, c'est clairement flat, c'est une valeur qui se balade dans un canal et donc du coup, c'est très très typique pour tout ce qui est value. Ensuite, bioMérieux, c'est pas une valeur de CAC 40, mais ça c'est une valeur que j'ai investie pendant le Covid et du coup il a reperdu toute cette prime du Covid. Rubis l'a publié, pas si mal que ça, il a publié, mais par contre, cette action que je trouve toujours est encore très louche. Je vais juste regarder l'analyse technique, vous allez voir pourquoi c'est louche. On peut s'imaginer que les fondamentaux sont excellents, tout ce qu'on veut, mais par contre, quand je vois un graphique comme ça, clairement, il y a un problème. Je veux même pas faire l'analyse fondamentale, tout simplement parce que clairement, le marché ne veut pas l'acheter et ne veut pas acheter depuis longtemps. Imaginez que cette tendance baissière, elle a commencé en 2018, avril 2018, pratiquement après, il y a eu de gros swings, mais ça n'a pas remis en cause cette tendance baissière. Jusqu'à où ça va aller, je n'en sais rien. Le problème, c'est que cette valeur, j'ai un peu peur toujours des surprises. Elle verse actuellement le dividende qui frôle 10%, ça fait un peu fou même dans le contexte actuel. Et en plus, c'est une valeur qui n'a pas du tout profité du pétrole cher après la guerre en Ukraine. On se demande pourquoi. C'est une entreprise qui était impliquée quand même dans des scandales avec Daesh. Bon, il y a des surprises qui peuvent en sortir. Donc pour moi, c'est pas vraiment quelque chose que je recherche, même si ça peut paraître alléchant de point de vue valeur. Et je ne comprends surtout pas pourquoi elle ne profite pas du tout, contrairement à Total Energy, contrairement à Shell, BP, de la manne du pétrole qui a tombé du ciel. Ou pas du ciel, peut-être de l'enfer, hein, sur le coup. Eh bien, voilà. Donc ça, c'est mon avis toujours très dubitatif par rapport à la valeur Rubis, malgré la publication qui était plutôt correcte. Mais c'est pas une valeur de CAC 40, donc on passe rapidement. Française des Jeux, donc là je l'ai vendu, mais par contre je n'ai pas mis à jour mon tableau. Bref, Piscine des Joyaux d'ailleurs, c'est une petite valeur qui est éligible à POA PME, je l'ai acheté cet été. C'était une valeur extrêmement rentable, donc c'est pas du tout CAC 40, mais bon, vu qu'on est là, on va quand même jeter un œil. C'est pas très intéressant de regarder l'analyse technique parce que c'est les peu liquides. Et là, vous pouvez voir que les ratios sont quand même fous. Donc là, on a 6 forward peu, la dette elle est très faible, la rentabilité elle est extraordinaire. Déjà, même quand on voit les chiffres comme ça, j'ai du mal à croire. EV EBITDA à 2,6, je l'ai vu en Russie avant la guerre. C'était incroyable parce que c'est vraiment, il est vendu à la casse. Si vous descendez pour regarder les rentas, donc on est à 20% quand même, c'est un truc de fou. Je pense que le marché les price quand même toutes les problématiques des piscines autour de l'écologie, autour des interdictions dans certaines communes, mais je pense quand même que c'est un peu exagéré tout simplement parce que bon déjà il n'y a pas que la France. Et même en France, on va pas interdire les piscines, c'est quand même un peu une perspective qui me paraît quand même peu probable. Voilà. Ensuite, bon ça c'est Calré, Eurofins Scientifique. Eurofins Scientifique, on m'a parlé aussi sur Telegram. Voilà, on va jeter un œil très rapidement parce que je suis en perte dans le portefeuille sur cette valeur. Bon, la ligne, il est déjà, c'est pas une grosse pondération, mais dans tous les cas, la croissance, elle est là. Donc la valorisation, bon, 18 forward peu. On peut dire que c'est pas très cher, mais ici quand même un petit peu.
Sur price to sales, il n'est pas cher. Si le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est 1,5, c'est vraiment pas quelque chose pour une valeur de croissance. Normalement, au-dessus de même 2, c'est pas cher. Eh bien, les rentabilités sont basses, relativement basses, même très basses, à 5%. Donc c'est peut-être pour ça que le marché n'aime plus cette valeur. Et visiblement aussi, Covid les a aidés. Mais plus de Covid, plus de rentabilité. Voilà, donc ça c'était clairement pas un bon investissement, mais heureusement que je ne me suis pas exposé beaucoup sur cette valeur. Sur le site Miner Cash, vous pouvez trouver les valeurs que j'ai déjà fermées. Donc vous voyez que le track record, il est vraiment très très beau, même plus que bon. Et voilà, donc là on a souvent des rentabilités à 2 chiffres, pratiquement toutes les lignes qui ont été fermées étaient fermées à 2 chiffres, sauf Aquila. Et bien voilà. Maintenant je passe sur le CAC 40 et la première valeur que je voudrais parler, ça sera Airbus. Voilà, mes amis, Airbus, je pense que ça va être assez intéressant, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Et pour ceux qui font partie du club patrimoine, vous savez que nous avons fait une analyse de l'action Boeing, c'est le concurrent principal de Airbus, et j'ai une légère préférence en faveur de Boeing pour une raison suivante, c'est que c'est le militaire. En fait, les deux sont exposés sur le militaire, mais par contre, Boeing, bon, déjà c'est américain, déjà c'est un des prestataires de Pentagone, ça fait partie du secteur de la défense. Et aussi, Boeing, c'est une entreprise de retournement, et parce qu'il a, bon, il a eu beaucoup de problèmes, il a traversé une véritable crise, et aujourd'hui, les valorisations de Boeing sont pour moi bien plus intéressantes que celles de Airbus. Je pense que, ça c'est mon avis, que les deux vont s'en sortir. On va pas laisser Airbus faire le monopole sur le secteur de l'aviation civile. Mais Boeing aujourd'hui présente pour moi l'intérêt de rebond, en fait le potentiel bien plus important. Et bien là, ce que concerne Airbus, c'est presque vent sur le forward PE, c'est cher. Bon, c'est cher, c'est correct. Ensuite, dette. D'ailleurs, la dette, je suis agréablement surpris qu'on a 71% seulement des fonds propres. Interest coverage, pourtant, il n'est pas si élevé que ça, il pourrait être plus élevé. Au niveau de EV EBITDA et EV Forward EBITDA, c'est correct, elle est valorisée comme il faut, 13-12, c'est même presque pas cher. Les marges sont faibles parce qu'il y a des coûts de production qui sont quand même énormes et la rentabilité à 4%, si on tient compte de la dette, c'est pas fou. Mais franchement, Airbus, pour moi, ça n'a jamais été une société la plus rentable, mais c'est un des symboles, on va dire, de l'économie européenne. C'est pas vraiment français, on peut pas dire que c'est une société purement française, mais ça mérite d'être dans son portefeuille quand il y a des opportunités purement boursières. Je l'achète jamais pour la rentabilité, pour ses chiffres opérationnels, mais je l'achète surtout pour son image, en quelque sorte, et aussi pour la stabilité du secteur. Ça, c'est le secteur où les barrières d'entrée sont gigantesques. C'est pas une monopole, mais c'est une oligopole, un secteur qui est composé pratiquement que de deux entreprises. Donc c'est toujours assez particulier. Donc même s'il y a des défauts au niveau de multiples, si c'est un peu plus cher, un peu moins cher, ça pourrait être mieux ou pas mieux, dans ce cas-là, on peut pardonner un petit peu cette entreprise pour justifier l'ouverture d'une ligne. Il ne faut pas oublier que c'est un secteur extraordinairement oligopolistique, où les barrières d'entrée sont tellement élevées que pratiquement personne ne pourra y intervenir jusqu'au moment que les Chinois peut-être vont commencer un jour à construire leurs avions. De point de vue de tendance, nous sommes en tendance haussière depuis 2020, donc bon, après cette tendance elle a passé par des différentes étapes, si on commence à faire des vagues elle est haute, là je le fais pas maintenant, mais aujourd'hui à long terme cette tendance de loin n'est pas cassée, et pour moi le support qui peut être retrouvé à 120, à peu près 122, on n'est pas loin avec les cours actuels. Aujourd'hui le cours actuel si on se rapproche un petit peu, on est au-dessus des moyennes mobiles, donc cette action elle est bien orientée. On ne peut pas s'attendre d'une chute. En tout cas, moi, je n'attends pas une chute de cette valeur. Et pour la déontologie, moi, je ne l'ai pas actuellement. Comme je vous ai dit, je préfère pour l'instant Boeing. C'est pour ça d'ailleurs que je dis toujours qu'il faut toujours avoir le CTO, compte titre ordinaire, mais aussi le PEA. Parce que PEA va vous limiter uniquement sur des valeurs
on va dire européenne, française, et je crois que Boeing n'est pas éligible pour POA. Ensuite, pour les autres valeurs, Alstom, nous avons vu, c'est une situation catastrophique. Nous avons vu la chute phénoménale d'Alstom il y a quelques semaines seulement. On va quand même jeter un œil si ça montre les signes de vie. Alstom, je me souviens pas le ticker, donc voilà, comme ça je suis obligé de taper le nom. Voilà, ça c'est mon ancien schéma quand on a parlé de cette chute. Donc ouais, c'est vrai qu'il a chuté de 75% depuis ses plus hauts, donc c'est quand même ouf. Et là par contre, ça montre les signes de vie, vous voyez, donc là on a fait un énorme gap haussier qu'il faudra refermer, presque irréformable pour une société industrielle, à moins qu'elle se fait acheter, mais s'il se fait acheter, le problème, il ne va pas se faire acheter au prix intéressant. Si par exemple, je sais pas, Siemens ou quelqu'un qui l'achète, il va pas leur proposer 20 euros. Ils vont proposer certainement les cours qui sont proches au cours actuel parce qu'ils savent que la société elle ne va pas très bien. Voilà, dans ce contexte, moi je vois plus une tendance comme ça. Il va juste évoluer sur des niveaux plus faibles. D'ailleurs, c'est sympa que dans TradingView, il garde tous mes dessins pendant éternellement, je pense. Eh bien, c'est toujours sympa de revenir quand j'analyse une telle ou telle valeur. Tiens, j'ai déjà analysé il y a 3 ans et je pensais ça, et après ça permet de se remettre en cause, de valider des scénarios que j'avais anticipés auparavant. Et donc là, on va voir. Donc là, je pense que ce gap aussi ne sera pas refermé, donc il ne faut pas rêver. Et puis, on va juste évoluer dans cette nouvelle zone de 15 jusqu'à 10, quoi. Voilà. Donc, le temps que... jusqu'au nouvel ordre, comme on dit. Ensuite, les valeurs de Alstom à ArcelorMittal. ArcelorMittal, il a très bien publié également. C'est une minière, d'ailleurs ça c'est intéressant. Parce que les minières, on les regarde pas souvent. C'est un cycle économique qui n'est pas le plus adapté pour investir dans les minières. MT. Mais par contre, les valorisations, j'en ai déjà parlé ici dans mon club, que dans certaines valeurs, vraiment les valorisations sont complètement à la casse. Et peut-être ça déjà, ça devrait nous faire réfléchir un petit peu, est-ce que c'est pas le moment éventuellement d'y aller. Donc maintenant, on prend une des plus grosses minières au monde, c'est le géant d'aluminium. Le premier, c'est Alcoa. D'ailleurs, pour aluminium, j'ai regardé justement une émission il n'y a pas très longtemps, c'est que le problème de ces minières-là, pourquoi j'y investis pas, c'est que pour produire l'aluminium, il faut consommer énormément d'énergie. Et donc du coup, ils sont en très grand disbalance par rapport à la politique verte imposée pratiquement dans beaucoup de pays développés, et ça pose des vrais soucis pour les minières en aluminium. Je privilégie actuellement les minières qui sont plus en lithium, et les autres en fait, mais plutôt que les aluminiums. Vu qu'on parle de CAC 40, on va parler d'Arcelor. Donc, Forward Peu 5, c'est donné, vraiment on est à la casse complètement. Donc, EV, EBITDA, c'est un peu comme pour les piscines de joyaux presque. Par contre, c'est pas la même ampleur. Et si on regarde la renta, bon, elle est moche. La renta, elle est vraiment horrible. Et c'est pas du tout comme les piscines de joyaux, sur le coup. Elle est en perte, visiblement, cette entreprise, ce qui me surprend d'ailleurs un tout petit peu, parce que je vois la croissance des EBITDA. Mais je ne vois pas comment on peut avoir une marge opérationnelle négative. Ça, c'est vraiment pas un bon signe. Quand je regarde ces ratios, j'ai un peu le sentiment que les fonds propres sont négatifs pour cette valeur. On va valider mes réflexes, si j'ai raison ou pas. Donc les fonds propres... Non, mes réflexes ne sont pas validés pour le moment. Et les fonds propres ne sont pas négatifs, en plus ils augmentent. Donc ça veut dire que les actifs montent plus vite que les passifs. Je suis assez étonné dans ce cas-là pourquoi il y a cette histoire de marge opérationnelle négative et le ROIC négatif. Pourtant, le ROI, si on ne tient pas compte de la dette, ils sont en positif. Donc il y a un problème au niveau de la dette, visiblement. Bon, il n'est pas grosse la dette pourtant.
C'est compliqué. Bon, c'est compliqué. Je comprends pas très bien. Il faut aller voir un peu plus dans les détails de cette valeur. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je revienne sur cette valeur dans la vidéo suivante, parce qu'il y a quelque chose que je pige pas. Visiblement, c'est peut-être un phénomène non récurrent qui se passe, parce que les ratios ne collent pas en fait. Il n'y a pas de cohérence entre les ratios que je vois. Donc du coup, je n'ai pas spécialement d'avis par rapport à cette valeur, pour être honnête, vu ma faible maîtrise de ce dossier. Voilà, ensuite on a vu les points bas en 2016 autour de 7 et en 2020 autour de 7. Et si jamais on a une prochaine récession, je vois pas pourquoi on passerait pas sur des niveaux de 11 et 12. Cette valeur, elle peut très facilement glisser à ce niveau-là. Donc, euh, dans le contexte actuel, se trouver à un niveau aussi élevé, donc là on est quand même dans le long terme, on est dans une tranche haute des cours. Dans ce cas-là, je ne vois pas l'intérêt d'investir aujourd'hui dans cette valeur, même si à moyen terme, on voit qu'on est quand même sur un support. C'est vrai que sur un support, et le potentiel, il est à 27 jusqu'à 30. Ça donne envie. Ça donne une belle upside en fait pour le moyen terme. Mais ça à vous de jouer parce que c'est quand même le secteur qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas. Et je ne vais pas essayer de profiter de cette upside. Voilà. Ensuite, les valeurs financières. Donc là, je vais passer vite fait sur BNP Paribas parce que c'est la plus connue, on va dire. Bon, AXA, elle est connue aussi, mais bon, je peux pas faire tout en fait aujourd'hui. Voilà, BNP Paribas, on voit que 75 sur 100. Attention, quand on regarde les valeurs bancaires, il y a toujours des particularités parce qu'on ne prend pas en compte les mêmes ratios. Certains ratios n'ont aucun sens. Par exemple, le PE ratio pour les banques n'a aucun sens. En revanche, tout ce qui est price to book, que l'on regarde très rarement pour les autres entreprises, donc c'est la valeur comptable par rapport au prix du marché, elle devient très importante parce que la valeur comptable des banques, elle est très facile à estimer, donc en gros c'est les actifs qui sont sur leur balance, et ça on va faire attention aux autres en fait ratios, si vous voulez. Voilà, donc price to book, ici les 0,53, ça c'est vraiment super intéressant parce que cela veut dire que leurs actifs ils sont 2 fois supérieurs à leur dette. Cela veut dire que la valeur elle est très sous-valorisée, donc normalement elle devrait valoir presque le double. Mais bon, toutes les banques françaises ont des price to book en dessous de 1, donc il ne faut pas rêver que c'est une super opportunité. Ça peut être une opportunité, mais pas X2. Ensuite, EV EBITDA, donc il est à 7. Nous encore, enfin, pour tout ce qui est banque, regardez les PE ratios. En fait, on peut regarder les PE ratios, mais ils n'ont pas la même lecture. En fait, on ne doit pas avoir la même lecture que pour les entreprises industrielles. J'ai aucune banque actuellement dans mon portefeuille, juste pour votre information. Il y a une raison pour ça, parce que j'ai des grosses inquiétudes monétaires, mais ça c'est le sujet pour lequel je risque de partir dans un débat d'une heure. Que comme nous avons déjà nationalisé le marché obligataire souverain depuis la crise de subprimes, et en plus ça s'est accentué pendant la crise de Covid, en cas de la prochaine crise, j'ai peur que nous allons tenter de nationaliser les banques commerciales, au moins en grande partie, parce que les liens de ces banques avec le régulateur sont très forts. C'est vrai que ce sont des sociétés privées, mais ils ne sont pas si privés que ça. Donc, si vous voulez, genre Sanofi, il est plus privé que BNP Paribas. Donc si jamais il y a une crise, et si les banques vont commencer à refuser de financer, je vois très bien le scénario où la BCE ou un régulateur, je ne sais pas lequel, et va mettre la pression telle ou telle, peut-être direct ou indirect, sur les banques commerciales pour prêter malgré les conditions. Donc n'oubliez pas que les banques, c'est des instruments entre les mains des régulateurs. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors voilà, ça c'est mon ancien en décembre, et il me semble qu'il était très très vieux. Et vous voyez que je m'attendais à une hausse qui n'a pas eu lieu, mais par contre la baisse, la correction, il a eu lieu. Et donc là maintenant, on est sur une tendance baissière que le marché est en train de challenger. Donc à moyen terme, je vois quand même en retour sur les 41, 42, et c'est tout à fait en ligne avec les fondamentaux, parce que les banques sont vues souvent comme des proxys de l'économie réelle. L'économie réelle ne va pas très bien avec l'inflation, avec les taux élevés. Les taux élevés, en revanche, sont bons pour les banques et pour les assurances, mais vu les circonstances, vu le nombre de prêts,
Je pense que l'activité, elle va plus basculer dans les banques de financement d'investissement pour faire de la thune sur le trading. Et pour le financement de l'économie réelle, encore une fois, on va ramasser. Ça, ce qui concerne BNP Paribas. Ensuite, Capgemini. Capgemini, c'est aussi une valeur que nous avons invoquée dans mon club, parce que, comme vous avez déjà compris, j'ai investi plutôt dans Alten. Capgemini, c'est pas mal comme entreprise. C'est une SS2I également. Et par contre, là, elle est en mode flat. Ces entreprises, je les connais bien parce que j'en ai travaillé pour ces entreprises pendant de longues années, quand j'étais à Paris. Ce n'est pas vraiment de l'informatique, c'est plus la revente des cadres informaticiens. Les cadres informaticiens sont très recherchés, très très recherchés. Et quelle que soit la crise, pas la crise, ça reste comme ça. Je vous dis tout en connaissant ce marché, parce que moi j'avais un profil informaticien quand j'ai commencé. J'étais tout le temps en contact avec ce type d'entreprise. Et aujourd'hui, pour trouver des informaticiens, c'est un challenge, et souvent les grosses entreprises font l'appel à des sociétés de services comme Capgemini pour leur trouver des profils qui sont nécessaires pour leurs activités. Et aujourd'hui, il est dans un flat, mais par contre, la sortie du flat se fera soit par le haut, soit par le bas, comme d'habitude, c'est facile. Et je n'ai pas spécialement d'avis. En revanche, sur les fondamentaux, sont plus faibles que celles de Alten. Alten, pourtant, c'est une grosse SS2I aussi. Il n'est pas dans le CAC 40, mais quand même. 77 100, sur 100, c'est la meilleure. Si on croit Gros Focus Score, c'est la meilleure valeur qu'on a vue aujourd'hui. Donc il y a de la croissance, c'est tout à fait normal pour ce type d'entreprise. PE ratio 15, dette quand même assez importante pour une société de service, selon moi. EV/EBITDA, il est faible, donc il n'est pas cher. Et ensuite, les rentabilités, ici par contre, c'est sympa. Donc K 10,5, ils sont dans un métier qui n'est pas risqué. Donc les marges typiques, 25% sur ce qu'ils rêvent à voir sur des consultants quand ils vendent chez le client. C'est exactement presque pile poil, ça match avec l'industrie standard, comme on dit. C'est pas mal, mais après, par contre, au niveau de tendance, je ne vois pas spécialement d'intérêt envers cette valeur, mais être présent dans le secteur de société de services informatiques, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut jeter un œil aussi? Crédit Agricole, on a vu déjà une banque, je pense que ça va être un peu dommage. Dassault Systems, je ne veux pas regarder parce qu'elle est trop chère cette valeur. On va faire comme ça, on va regarder les valeurs qui ont baissé le plus cette année. Quelles sont les valeurs qui ont Worldline? Ok, Téléperformance, fameuse valeur qui est devenue value, qui était à un moment donné technologique, on en avait parlé même dans le cadre de Metaverse. Allez, on va voir. Ils ont publié bien. Le problème de Téléperformance, et ça d'ailleurs, je vais m'arrêter peut-être un petit peu plus longtemps sur cette valeur, c'est que leur business model n'intrigue plus les investisseurs. J'ai l'impression que la mentalité des investisseurs, il a beaucoup changé depuis l'époque des investisseurs de Warren Buffett qui cherchaient de la valeur, etc., cherchaient la margin of security, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, les investisseurs ne cherchent qu'une chose, c'est la croissance. Aujourd'hui, les investisseurs, ils veulent rêver. Téléperformance ne fait pas rêver parce que c'est des call centers, c'est le métier déjà c'est chiant, parce que bon, call center, on n'aime pas de se faire appeler pour une pub. Bon, ils font pas que ça, pour être honnête, donc ils font bien sûr beaucoup plus que ça. Mais aussi, le problème, c'est que l'intelligence artificielle peut bouleverser ce secteur et ça ne va pas être nécessairement en faveur des mastodontes de ce secteur. Bref, donc du coup, aujourd'hui, il s'est transformé d'une valeur technologique, il était positionné sur Metaverse à un moment donné, dans une valeur purement value, parce que la chute est tellement, on va voir ça sur les graphiques, avec fort RPE, même pas 7 aujourd'hui. La dette assez importante, presque 100% de fonds propres. Interest coverage, pas énorme mais confortable, mais tout le reste c'est vraiment à la casse. Vous pouvez voir que EV/EBITDA à 7, 5, c'est vraiment rien du tout, c'est une valeur que personne ne veut acheter, malgré que vous allez voir que les perfs sont pas mal. On voit que la ROIC il est à 10, le ROI si on tient compte de la dette on s'approche à 18,5, c'est pas mal. Les marges en moment actuel, c'est ça le mot-clé, c'est ça le plus important. Le plus gros problème de Téléperformance et des valeurs de ce type, c'est que dans le momentum, c'est parfait, c'est nickel, mais par contre, le futur n'est pas clair.
on ne croit pas que ce modèle puisse survivre dans le monde de notre époque. Voilà. Le plan de transformation n'est pas là. En fait, les investisseurs, ils n'ont pas de quoi rêver, ils n'ont pas quoi mettre sous le dent. Si demain ils sortent avec un nouveau projet, genre on va faire, je sais pas quoi, des call centers en metaverse virtuel, je sais pas, s'il arrive à vendre ça aux investisseurs, là ça peut reprendre vraiment un trend très puissant. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, et donc du coup, aujourd'hui, on n'a pas grand chose à dire. Donc, le graphique reste malheureux. Vous voyez, malgré que la publication est nettement meilleure que prévu, il était confiant, ils ont refermé leurs objectifs, patati patata, mais finalement, il a rebondi que de 3% ou 4%, un truc comme ça. Vu les niveaux d'où on partait, on pourrait s'imaginer 15%, 20%, vraiment une hausse extrêmement importante, mais là, on est loin de là. On reste toujours dans la cave, en fait, à des niveaux qui sont actuellement celles de mai 2018. C'est il y a longtemps quand même, donc là on est en 2024 presque déjà, il y a 6 ans. Pas 6 ans, mais 5 ans et demi, mais c'est un peu malheureux pour cette valeur. Ensuite, Pernod Ricard. Je suis un grand amateur de pastis, voilà. Je vais voir avec vous, j'ai fait un trade dans mon club des options. Ou de club? Non, j'en ai 2 seulement. Donc patrimoine et options. Eri, c'est ça. Donc Ricard, j'aimais beaucoup cette valeur, pas uniquement grâce au produit, mais surtout que techniquement, je l'ai acheté à 160 avec des options call, et je suis un gros con parce que je suis sorti trop tôt. J'avais trop peur des discours de la Fed, bon peut-être je me suis encore influencé par les médias, mais en gros, modo, je les ai vendus à 67-68, je suis dans ces eaux-là. J'ai touché un petit peu de plus-value, mais c'était vraiment rien du tout par rapport à ce qu'elle a finalement. Et en plus, j'ai pris le call à 173, et je serais déjà dans la monnaie. Et il expirait en décembre, ce call, donc du coup j'avais largement de temps pour profiter de la vie. J'aurais vraiment une très belle affaire, mais finalement c'était pas le cas. Donc il faut pas pleurer quand ça s'est pas fait. Voilà, Ricard. Au niveau des fondamentaux, 77 sur 100, parfait. Donc, forward, en fait, c'est une valeur quand même qui frôle le luxe, hein, on va dire. Donc, c'est quand même les spiritueux, mais c'est les spiritueux d'haut de gamme. On est 18,3, c'est pas mal. On a la dette qui a 70% de fonds propres, si c'est correct. Eh bien, interest coverage 12 fois les intérêts qu'ils payent sur leur dette. Ensuite, la valorisation 13,7, c'est bien pour une valeur de ce type. C'est une valeur qui croît bien, qui a une petite difficulté de passage, mais quand même c'est très solide. Et la rentabilité à 9, donc c'est correct. Les marges sont fortes, 70%. Ils ont de quoi optimiser encore leur performance. Et voilà, et à la fin de cette vidéo, je vais quand même regarder Total Energy. C'est une de mes valeurs préférées depuis un certain temps. Et voilà, donc bon là il y aura des ratios qui sont parfaits, 86 sur 100, donc la croissance, mais c'est le pétrole évidemment qui aide. Forward PE à 7, la dette paradoxalement, même pour cette valeur là, même la dette qui n'est pas très élevée, donc ils ont un interest coverage largement, mais tout est parfait pratiquement parce que le pétrole est cher, il ne s'apprête pas de baisser. EV EBITDA forward il est vraiment donné, donc même avec des cours plus proches à leur niveau plus haut historique, c'est quand même, en tout cas dans la tranche haute, où cette valeur, elle est à la casse aujourd'hui, si on regarde bien. Et il y a en plus, il y a des dividendes qui sont très confortables, hein, contrairement à Rubis qui paye les dividendes de 10% presque, et qui n'a pas toute cette puissance opérationnelle et comptable et en termes des revenus, cash flow et des résultats. Total, aujourd'hui, il délivre pratiquement tout ce qu'on veut pour les actionnaires. Et en plus, il y a le volet énergie renouvelable. Vous pouvez investir dans les énergies renouvelables à travers Total. C'est une approche parfaitement fiable. Donc voilà, j'ai rien à dire. Donc c'est une valeur excellente. Par contre, j'ai revu mes... je suis comme une banque. J'ai revu mes niveaux. Avant, je l'ai acheté à fond à 50, 51. Donc je pense que ces niveaux ne vont plus revenir.
même si ça baisse. Mais si ça baisse jusqu'à 50, j'achète beaucoup. Mais déjà, maintenant, à 60, je serais prêt peut-être d'augmenter déjà ma position que j'ai actuellement pour accumuler, pour avoir des dividendes. Parce que pour de vrai, je m'attends que cette valeur peut facilement aller sur 80. Franchement, le potentiel, il est encore là. Il a tout pour réaliser ce potentiel parce qu'on ne sait pas encore comment cette histoire dans le Moyen-Orient va se terminer. On ne sait pas comment la guerre en Ukraine va se terminer. Total Energy, il investit énormément dans les renouvelables. Il a une politique vraiment envers les actionnaires extraordinaire. Vraiment, les deux valeurs, comme Air Liquide et Total Energy, doivent être présentes dans un portefeuille de quelqu'un qui veut avoir une exposition sur le marché français. Voilà mes amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas un like s'il vous plaît, c'est super important encore une fois. Partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Et si vous aimez ce format, dites-moi ça dans les commentaires, je vais le faire plus souvent, on va avoir beaucoup d'actions. Je ne peux pas me permettre d'aller plus loin parce que les vidéos qui pèsent plus d'une heure, ça va pas très bien sur YouTube. Eh bien, je peux refaire encore une suite de cette vidéo avec l'analyse express des valeurs du CAC 40. Allez, à très bientôt et passez un bon dimanche.